Merci de votre fidélité à nous suivre à travers cette tranche d'information. Tout de suite, le sommaire de cette édition du journal de ce lundi 12 août. La levée du corps d'Alain Moloto à la morgue de la clinique Ngalema s'est effectuée ce lundi. Sa dépouille mortelle est exposée au stade de martyr. Les détails dans ce journal. L'ambassade de Belgique et sa chancellerie vont se doter d'un nouveau bâtiment. Le lancement des travaux a été donné aujourd'hui par Didier Reynders, respectivement vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Et enfin, l'humanité tout entière a célébré ce 12 août la journée internationale de la jeunesse sous le thème Migration de jeunes, faire avancer le développement. Page info, c'est parti. Que de pleurs, que d'émotions. Difficile de le retenir. L'église corps du Christ est plongée dans un désarroi indescriptible à la suite de la disparition de ces grands hommes des dieux chantres de l'Éternel, qu'aucun pouvait imaginer sa mort aussitôt. C'est dans la matinée de ce lundi que la dépouille mortelle du feu Alain Moloto a quitté la morgue de la clinique Ngalema. Des milliers d'enfants dédiés faisant la marche à pied, au-delà de pleurs, ne pouvaient cantonner le cantique de l'illustre disparu. Ces œuvres ne quitteront jamais l'œuvre de tous ceux qui se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à celui qu'on appelle affectueusement Papa Alain. Des serviteurs de Dieu, chantres de l'Éternel, toutes tendances confondues, ont quitté la morgue d'Ngalema en passant par les boulevards du 30 juin, la route du 24 novembre, direction Stade de Martyr, où est exposé les corps. Vraiment, émotion ezali kotala ke to perdre nano élément moko munene oyo ezaki likabu oyo Nzambe atiaki na mokili pona bana na ye. Vraiment kotala ke mabota baza kolela vraiment tozo ya même na kati cortège tozo mona ke batu nyonso na balabala partout et puis eloko etouché ngami komona ke peuple na Nzambe bazaka vraiment na souci ya basali na Nzambe oyo basalaka musala pona bango. Tokoki kosilikela Nzambe te po ete azwi mosali na ye mais pasi na mitema mpona kobungisa moto lokola Papa Alain. Comme il fallait s'y attendre, c'est l'explanade d'un stade de martyrs compact qui accueille la dépouille d'Alain Moloto, avec des témoignages poignants des éminents hommes des dieux déplacés pour la circonstance. Moloto, c'est un soldat du royaume de Jésus-Christ. Donc pour nous, nous avons perdu un grand homme, un combattant, et surtout, il est, je dirais, motivateur de la profonde adoration. Au travers ces images, l'on est tenté de dire que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Ses chansons ont traversé des frontières, l'Éternel s'en souviendra. L'engagement citoyen des jeunes pour un développement durable. C'est le thème national retenu à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, ce 12 août 2013 en RDC. Au cours de la commémoration de cette journée qui a eu lieu au village de la francophonie au Stade des Martyrs, le président provincial du CNJ, Champion Mubanga, a dans son mot de circonstance émis les vœux de voir la préparation de la jeunesse Congo de demain ne pas demeurer un slogan, mais plutôt un rêve qui doit devenir une réalité. Pour sa part, le président national du Conseil national de la jeunesse, Dominique Diamant, a quant à lui confirmé la participation de jeunes aux concertations nationales dans le cadre de l'engagement citoyen, mais tout en soulignant que cette participation doit se faire en ordre. Très effective, d'autant plus que nous avons déjà travaillé avec les jeunes et nous avons élaboré un cahier des charges et nous avons profité de cette journée qui est la journée internationale de la jeunesse pour restituer aussi aux jeunes tous les travaux que nous avons faits en rapport avec les concertations nationales. Ce n'est pas toute organisation qui doit être habilitée à représenter la jeunesse congolaise aux concertations. Vous voulez représenter la jeunesse aux concertations, nous devons nous assurer de la crédibilité de votre organisation. Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants et représentant personnel du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, empêché à réitérer la volonté manifeste du gouvernement congolais de favoriser le développement des jeunes. Dans une approche stratégique multisectorielle, la politique nationale de la jeunesse ambitionne d'apporter une réponse holistique aux problèmes de la jeunesse congolaise
en mettant un accent particulier sur les valeurs patriotiques, le goût du travail, la solidarité et la cohésion nationale. Cette manifestation riche en couleurs s'est soldée par la prestation des différents ballets culturels des jeunes. Trois ans après la mise en circulation des coupures à valeur faciale adaptée, le gouvernement constate que les francs congolais retrouvent progressivement toutes ces fonctions. Raison pour laquelle, au cours de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a demandé au gouverneur de la Banque centrale du Congo de prendre toutes les mesures pour contribuer à une dédollarisation progressive. Et donc nous pensons que les conditions pour que la monnaie nationale, le franc congolais, retrouve progressivement toutes ses fonctions sont en place. Le chef du gouvernement a donc demandé que M. le gouverneur de la Banque centrale puisse soumettre à la réunion de lundi prochain la matrice de mesures qui devraient contribuer à une dédollarisation progressive. Ces mesures avaient déjà été examinées. Il va s'agir dans un tout premier temps d'assurer que les paiements des salaires qui sont faits à l'intérieur du pays le soient en francs congolais. Concernant les transports en commun, les gouvernements s'engagent à satisfaire d'autres provinces dans le but de marquer la présence de l'État dans l'offre publique de transport. 200 bus sont à Kinshasa, 100 bus sont déjà en commande. L'objectif est d'arriver à 500 bus avant la fin de cette année. Et donc des instructions ont été données pour les premiers paiements pour les 200 bus complémentaires. 200 complémentaires aux 300 donc, qui sont déjà presque garantis. Et cette fois-ci, nous voulons aussi satisfaire d'autres villes que Kinshasa. Et donc sur ce dernier lot de 200 bus, il y en aura pour les villes du Katanga et pour la province orientale, le Kasaï, le Nord Kivu et le Sud Kivu. S'agissant de la question de l'impôt forfaitaire sur le petit commerce, lesquels a créé des vagues dans la vie de Kinshasa, les vice-premiers ministres, ministres du budget éclairent l'opinion. Nous voudrions ici rappeler que c'est par loi promulguée par le chef de l'État que la patente a cessé d'être un support d'un impôt ou d'une taxe est devenue une simple autorisation de commerce. Et qu'en lieu et place, le petit commerce est assujetti à un impôt forfaitaire encadré par la Direction générale des impôts. Monsieur le Premier ministre va faire preuve de son leadership pour que les lois de la République s'appliquent en province comme à Kinshasa. La Belgique s'est conformant à la vision de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, veut doter la République démocratique du Congo des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux par la construction de sa nouvelle ambassade et chancellerie à Kinshasa. Située dans la commune de la Gombe entre le boulevard du 30 juin et l'avenue du 24 novembre, ces bâtiments sera prêt fin 2015 et l'ambassade de la Belgique cessera d'être locataire en République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, qui a donné les coups d'envoi de ces travaux, justifie cet investissement. Simplement, à l'occasion de cette cérémonie, en rappeler l'importance, d'abord concrétisée par votre présence. Je veux à nouveau vous en remercier, chers collègues, monsieur le Premier ministre. Votre présence aujourd'hui montre bien l'intensité des liens entre nos deux pays et l'importance qu'il y a d'être présent en plus sur le boulevard du 30 juin pour la chancellerie et l'ambassade de Belgique. Et puis c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Nous allons réellement travailler. On nous demande souvent de parler, de signer, nous allons planter un arbre. Donc nous allons devoir passer à des actions concrètes ensemble. Je voudrais dire à tous nos amis congolais, en ce moment où
où des efforts sont entrepris pour ramener la paix dans l'est du pays, en ce moment où on tente de lancer un vrai dialogue, une vraie concertation nationale, de favoriser le développement, de favoriser la bonne gouvernance. Cet investissement prouve que le Royaume de Belgique a confiance dans l'évolution qui a lieu aujourd'hui au Congo. C'est l'importance de nos relations qui justifie cet investissement, mais c'est aussi, je le répète, la confiance dans l'avenir et la volonté de progresser ensemble. Pour marquer l'effectivité du débit de ces travaux, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo et les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders, ont planté un arbre symbolisant la paix dans la partie est du pays et dans la région des Grands Lacs, mais également renforcer l'amitié entre le peuple belge et congolais. Congolais, unis par le sang. Week-end particulièrement chargé pour le coprésident des concertations politiques nationales Léon Kengo Wadondo. En sa qualité de sage de l'opposition et de coprésident de ces assises nationales, le président du Sénat Léon Kengo Wadondo a annoncé devant l'opposition le samedi dernier à la cathédrale Notre-Dame de Fatima les acquis enregistrés par rapport à leur cahier des charges. Parmi ces acquis figure la mise en place du comité préparatoire, la modération par le président congolais Denis Sassou Nguesso et le fil conducteur de ces concertations. Le présidium a accepté le comité préparatoire dont les trois composantes. Si c'est à votre demande, vous aviez prévu 10 membres par composant. Il y a eu un peu d'échange. J'ai reçu certains d'entre vous il y a quelques jours. Nous sommes partis de 5, nous avons continué à 7, mais après des discussions avec mon collègue, nous sommes arrivés à 10. Chaque composante aura 10. Selon ces derniers, ces concertations devront aboutir à un compromis politique historique qui sera accouché sous forme d'un programme du gouvernement afin de recadrer l'action de l'exécutif pour atteindre le développement du pays. Ce programme sera mis en œuvre par un gouvernement d'union nationale qui sera issu de la requalification de la majorité du peuple congolais. Avec la prise en compte des préoccupations de l'opposition politique, la voie serait désormais ouverte pour une tenue apaisée de ces forums nationaux tant réclamés pour sortir le pays de la crise issue des élections de 2011. Accompagner l'État congolais dans sa vision de doter à chaque Congolais un toit, cette interrogation a eu des répondants au travers la construction des maisons de différents types construits par l'ONG ASODEF. L'Église catholique qui assure l'exécution de ces projets sous la supervision de l'État congolais par l'entremise du ministère des Affaires sociales. Ces projets, jadis c'était un rêve, devient aujourd'hui une réalité palpable. La construction des maisons témoins telles que promis est dans sa phase de finissage. Question pour les coordonnateurs de ces projets de doter à chaque souscripteur les numéros cadastrales pour que chacun suive l'évolution de ces travaux. À présenter aux souscripteurs les panneaux de leur numéro de parcelle pour que, de commun accord avec chaque souscripteur ayant identifié correctement son numéro de parcelle, on commence à les implanter au niveau de chaque parcelle pour que à la prochaine journée, chaque souscripteur peut se diriger facilement sur sa parcelle, vers sa parcelle et sur l'évolution des travaux. La date de souscription de maisons type D étant limitée, le projet ASODEF va s'employer à l'exécution promptement ces travaux qui connaît à ce jour une vitesse de croisière. Au travers de ces projets, l'État congolais se félicite d'améliorer les sociales des Congolais avec différents partenaires.
C'est depuis le 17 décembre 1999 que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse tendant à faire du 12 août la Journée internationale de la jeunesse. Elle a recommandé que les activités d'information soient organisées afin que cette journée contribue à mieux faire connaître, particulièrement auprès des jeunes, le programme d'action mondiale. Pour cette année, le thème retenu est migration de jeunes, faire avancer les développements. En effet, les migrants peuvent souvent profiter des milliers d'opportunités de la société au sens large, mais ils s'exposent aussi à des risques et peuvent se retrouver dans des situations inacceptables, victimes de la discrimination ou exploités. Que pense le jeune quinois de cette journée? Rappeler aux jeunes qui nous suivent ce soir, c'est que la jeunesse constitue en fait le fer de lance de l'humanité tout entière. C'est en fait la tranche d'âge qui est charnière entre l'enfance et la vieillesse, voyez-vous. Et que cette jeunesse mérite une attention toute particulière si nous voulons soigner davantage l'image de l'humanité. Nos services de nation, on n'a pas d'accès des données, ce que nous en avons comme qualité, partage, comme savoir-faire. La jeunesse internationale. Une journée de réflexion, une journée très heureuse pour la jeunesse, à qui nous aussi, la génération donc de la jeunesse congolaise, nous célébrons aussi avec joie. Et une journée à qui nous pouvons aussi montrer de quoi la jeunesse, en particulier la jeunesse congolaise, est capable pour la réflexion, la maturité et la bonne marche de la jeunesse congolaise. Les jeunes représentent une part importante des migrations internationales. En 2010, on estimait environ 27 millions de nombre de jeunes migrants internationaux. Plus de premiers ministres au sein du gouvernement béninois. La nouvelle équipe constituée par le président Boni Yayi est officielle depuis ce dimanche. Au total, 26 postes ministériels remaniés à 50%. 13 nouvelles entrées et 13 anciens maintenus. Les observateurs s'interrogent sur la dynamique recherchée par le chef de l'État. On s'attend à ce qu'il nous sorte une équipe de rupture. Autrement, rien n'aurait justifié la dissolution de tout un gouvernement, sachant en plus que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire où le gouvernement ou l'Assemblée nationale peuvent être dissous. Donc, on s'attendait à une équipe choc, une équipe de rupture. Or, vous observerez que sur les 26, il y a 13 qui sont restés en place. Il y a un ancien ministre qui est rappelé au gouvernement. Et on doit s'interroger sur les raisons profondes, les motivations qui ont poussé le chef de l'État à dissoudre ce gouvernement le jeudi dernier et à laisser le Bénin sans exécutif pendant 4 jours. Quand on a vu ça, on reste sur sa faim. Un gouvernement moins féminisé, pourtant, la parité absolue était le mot d'ordre du président de la République. Là encore, des doutes subsistent. Sur les 26 membres, il y a 6 femmes. Le chef de l'État, à la tribune de l'Union africaine, le 26 janvier 2013, avait promis, sans que personne l'y obligeât, qu'il préparait un remaniement et qu'il ferait un gouvernement paritaire, 50%. Et je connais la joie qui a animé les femmes béninoises à qui il n'a de cesse de clamer son amour et leur beauté. Et je connais la joie qui les a animés à cette annonce-là. À l'arrivée, vous avez 6 femmes sur 26, ce qui équivaut à 23,17%. C'est beaucoup loin de la moyenne même promise. Et donc, on peut s'interroger sur la validité des promesses du chef de l'État et de ses engagements à l'égard des femmes et à l'égard des populations en général. De nombreuses surprises sont au rendez-vous de ce remaniement. Il faut souligner que le président de la République s'est déchargé du titre du ministre de la Défense, désormais confié à l'une des nouvelles entrées, Denis Yerima, alors préfet des départements de Lalibori-Borgou. La nouvelle équipe devra utiliser son dynamisme pour conduire à bon port les nombreuses réformes initiées par le président Boni Yayi. Les Maliens semblent s'être moins déplacés pour le second tour de la présidentielle 2013. Pour le chef de mission d'observation de l'UEMOA, plusieurs facteurs pourraient expliquer la mobilisation moins importante, à commencer par le climat. Dans nombre d'endroits, on fait le même constat qu'il y avait beaucoup moins d'affluence,
Mais pas seulement l'affluence, il y a aussi un certain enthousiasme qu'on sentait. Au premier tour qu'on n'a pas senti, il n'y a pas eu le frémissement que nous avions senti la dernière fois. Un avis que partage l'observateur de l'ONG National Democratic Institute, même s'il rappelle par ailleurs le délai de campagne extrêmement court qui sépare les deux tours de l'élection. Les candidats n'ont pas eu suffisamment de temps entre les deux tours pour aller battre campagne, pour aller sur le terrain, motiver leurs militants. Peut-être que cela explique le fait qu'il n'y ait pas eu grande influence pendant ce deuxième tour. Ce qui n'empêche pas la remise en question d'une élection présidentielle à deux tours, où les candidats encore en liste ne disposent que de très peu de temps pour battre campagne. Par rapport au taux de participation, nous, à la fin de la journée, on a estimé à 45% le taux de participation. Ça, c'est à travers les données qu'on a recueillies avec nos observateurs sur le terrain. Mais on s'est dit, c'est l'encadrement juridique, l'encadrement même des élections au Mali qui fait ça. Parce que c'est même dans la Constitution qu'on dit il y a 2 semaines entre les deux tours. Donc, à notre avis, cela mérite d'être corrigé. Quoi qu'il en soit, la présidentielle 2013 au Mali, sans même avoir eu à rendre son verdict officiel, a déjà livré son premier vainqueur, le peuple malien. « 17 pays africains sont attendus à Cotonou pour participer à la première rencontre des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. Créée en janvier 2012, elles peinent à décoller pour accomplir leur mission, éliminer les carences et mettre en place une réglementation homogène et uniforme. Le but de la réunion de Cotonou, c'est donc de voir le chemin parcouru et de voir ce qu'il y a à faire et d'aller très vite à l'effectivité, à l'opérationnalisation de cette structure-là, qui va fonctionner comme une sorte d'agence qui va émettre des règles techniques dans le domaine de la sécurité et qui va aussi assurer la surveillance des activités de la SECNA dont les États sont membres. L'Afrique dispose d'un fort potentiel de trafic entaché par un taux d'accident 12 fois supérieur à la moyenne mondiale. En 2010, près de 18% des accidents aériens ont eu lieu sur le continent pour seulement 3% du trafic mondial. Les participants à la réunion de Cotonou auront donc beaucoup à faire. C'est en Afrique qu'il y a le nombre le plus élevé de cas d'accident. Donc la sécurité en Afrique pose problème. La sécurité des transports aériens pose problème. Donc il est question donc que nous y veillions, que nous voyions, que nous mettions en place les règles que nous allons obliger et les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de navigation aérienne comme la SECNA à appliquer afin de réduire ce niveau d'insécurité qui caractérise le transport aérien en Afrique. Pendant 2 jours, il sera question du développement du transport aérien africain. Les recommandations qui seront issues de cette réunion permettront de relever les nombreux défis de ce secteur. L'écart est impressionnant, la vitesse aussi. Avec un chronomètre de 30 minutes 43 secondes et 35 centièmes, Tirounès Dibaba, double championne olympique, remporte le 10 000 mètres dames aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Ce dimanche, l'Éthiopienne est entrée dans l'histoire de la discipline, devenant la première athlète à remporter 3 fois les championnats du monde. Je me suis entraînée très dur pour cette compétition. En tant que représentante de mon pays, je me devais de faire de mon mieux. Je voulais la médaille d'or et nous avons travaillé dur pour y parvenir. Double championne olympique, Tirounès Dibaba a été absente aux mondiaux de 2009 et 2011. Ce titre retrouvé est également le fruit d'un travail collectif. Nous avons travaillé ensemble pendant toute la course. Notre entraîneur nous avait recommandé de maintenir le rythme s'il était de 73 à 74 secondes. En revanche, si le rythme était plus lent, nous devions aller plus vite et prendre la tête. Le rythme était dans la gamme que nous désirions. Nous avons géré et obtenu ce résultat. En 2003, âgé de 17 ans, Tirounès Dibaba remportait les mondiaux de Paris. 10 ans après, cette nouvelle victoire lui permet d'obtenir son 5e titre mondial.
Ravi de vous savoir branché sur la télévision Sembediji pour suivre la ronde des journaux parus ce lundi 12 août à Kinshasa. Concertation nationale, Kengo jette un pavé dans le mar, écrit le palmarès. En effet, la dernière prise de position du président du Sénat le week-end dernier sur le dite concertation a été à la base d'un tollé général au sein de la majorité comme au sein de l'opposition. Léo Kengo Adondo a dit tout haut ce qui s'est dit tout bas dans les salons UP de Kinshasa. Il a annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement qui sera issu des concertations nationales, révèle le palmarès. De ce fait, le palmarès atteste que les ambitions politiciennes cherchent à prendre le dessus. Ainsi, l'idée première de la cohésion nationale interne face à la guerre de l'Est est supplantée par la lutte pour un repositionnement politique, fustige le palmarès. Pour sa part, le potentiel atteste que contrairement aux vœux exprimés par le président de la République Joseph Kabila en initiant en décembre 2012 la tenue des concertations nationales, les deux corps qui se plantent à quelques jours de l'ouverture de ces travaux n'augurent pas de lendemain meilleur. Et pour cause, le président du Sénat et membre du présidium des concertations nationales, Léo Kengo Adondo, a déclaré que l'issue des concertations sera la formation des gouvernements où majorité, opposition et société civile feront partie. Les réactions n'ont pas tardé. Dans la majorité, tout comme dans l'opposition, tous redoutent que ces assises outrepassent leur mission, à savoir la survie de l'État menacé dans sa partie Est. Sans doute Kengo a jeté un pavé dans la mare, affirme le potentiel. Ainsi, les concertations nationales risquent d'accoucher d'une souris. Tablant toujours sur les concertations nationales, le phare voit une grande confusion autour de ces forums, car Kengo serait déjà boudé par la majorité et l'opposition. Le premier reproche qu'on lui fait est celui d'avoir accepté la présidence du présidium des concertations nationales, contrairement à la position adoptée par ses pairs exigeant la mise en place préalable d'un comité préparatoire mixte majorité-opposition-société civile appelé à décider d'une modération tripartite. Ensuite, la fixation unilatérale des thématiques suivie de la nomination également unilatérale de membres du secrétariat technique a répandu au sein de l'opposition l'image d'un Kengo totalement acquis au chemin des concertations nationales telles que voulues par la famille politique du chef de l'État. D'où, en dehors de son propre parti, l'Union des forces du centre IFC et de quelques partis satellites sans assise populaire au pays, Léo Kengo Adondo paraît de plus en plus comme un homme seul que certains de ses anciens alliés soupçonnent d'être un infiltré de la majorité présidentielle, écrit les phares. Terminons avec l'Observateur qui change de chapitre pour parler de la visite du vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders qui séjourne à Kinshasa depuis hier. Selon des sources diplomatiques, l'on soutient que le voyage du ministre belge s'inscrit dans le cadre de la nécessité d'appliquer l'accord cadre signé le 24 février qui vise principalement la stabilité et la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, confronté à l'insécurité depuis plusieurs années. Des sources proches de Didier Reynders renseignent que l'agenda du ministre belge prévoit des rencontres avec les hautes autorités politiques congolaises, les animateurs de la société civile, les nouveaux chefs de la MONUSCO Martin Kobler, le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalou. Et pendant ce séjour à Kinshasa, le vice-premier ministre belge lancera également les travaux de construction de la nouvelle chancellerie destinée à accueillir les services de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, localisée sur le boulevard du 30 juin sur un nouveau site. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine.